Alors, salut et bienvenue dans cette autre vidéo dans laquelle je vais vous présenter quelques outils avancés sur Microsoft Excel 2019. Nous allons vous introduire les fonctions si, qu'elles soient simples ou alors imbriquées, les fonctions et ou. Nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez calculer les moyens conditionnels, qui sont les moyens qui sont calculés sous une condition donnée. Nous allons vous montrer également comment faire rechercher les éléments dans un tableau à travers la recherche V, V pour recherche verticale. Nous allons également vous montrer comment est-ce que vous pouvez créer un formulaire sur Microsoft Excel sans user form. Et à la suite, nous allons vous montrer des outils comme les macros Excel, comment utiliser des macros pour pouvoir introduire la notion, la programmation VBA. Et à la fin, nous allons également vous montrer comment insérer des graphiques sous Microsoft Excel. Alors, commençons par les formules conditionnelles si sous Excel. Alors, d'entrée de jeu, disons que la fonction si est une fonction conditionnelle qui est utilisée lorsqu'il y a une condition qui doit être remplie pour que une valeur soit affectée à une cellule sous Microsoft Excel, si on prend le cas de Microsoft Excel spécifiquement. Et donc, dans le cas présent, nous allons nous limiter aux fonctions si utilisées dans les cas les plus simples possibles. Et dans les prochaines vidéos, nous allons vous montrer comment on peut utiliser les fonctions si imbriquées. Et donc, de façon simple, nous avons là les moyennes des étudiants à un examen. Et donc, on doit remplir dans la deuxième colonne de notre feuille de calcul Excel la décision du jury qui doit être soit échec ou alors admis. Donc, échec dans le cas où la moyenne est inférieure ou égale à 10 sur 20, est strictement inférieure à 10 sur 20, et puis admis dans le cas où la moyenne est supérieure ou égale à 10 sur 20. Et donc, pour ce faire, nous allons cliquer dans notre première cellule. Nous devons déterminer la décision du jury. La première cellule moyenne est de 11,59 par exemple. Donc, la décision doit être admise, ce d'autant plus que la moyenne est supérieure, n'est-ce pas, à 10 sur 20. Donc, pouvoir implémenter cela pour tous les éléments de notre base de données contenant plusieurs notes, exactement, précisément 245 notes, les notes de 245 étudiants. Nous allons cliquer dans la première cellule et entrer le symbole égal ou alors plus selon vos préférences. Donc, nous allons taper si. Voilà, donc la fonction si. Vous voyez que la fonction si s'affiche systématiquement. Donc, nous allons double-cliquer sur la première option. Le premier argument à saisir dans notre fonction si, c'est le test logique. Et le test logique ici renvoie ici à la condition. Donc, si ma moyenne, donc l'élément de la colonne précédente, donc je vais cliquer sur la colonne précédente, l'élément de la colonne A, ligne 2, A2, comme ça apparaît là, doit être, donc si A2 est strictement inférieur à 10, donc je vais appuyer sur la touche Alt, maintenir et cliquer sur et saisir 60. Voilà, donc Alt, je maintiens et puis 60 pour avoir le signe inférieur ou égal. Donc, cliquez sur la touche ALT, vous maintenez et puis vous saisissez 60 à partir de votre clavier. Donc, si A2, la cellule A2, voilà, la cellule de la colonne A, deuxième ligne, est inférieure strictement à 10, point virgule, je
vais mettre la condition si euh, euh, mon test logique est vrai, condition si mon test logique est vrai, donc je vais mettre échec, donc échec entre guillemets, pour lui dire que c'est une chaîne de caractères que je suis en train de saisir. Donc je vais ouvrir les guillemets et puis saisir échec, fermer les guillemets, ensuite point virgule, je vais saisir la valeur si le test logique est vrai, donc valeur si test logique est faux, autant pour moi, donc point virgule, donc je vais avoir succès. Donc, je vais ouvrir les guillemets puisque c'est une chaîne de caractères et donc saisir succès. Donc je vais fermer les guillemets. Et après avoir fermé les guillemets, je vais également fermer la parenthèse. Donc si je clique sur entrée, vous voyez que le mot succès a été saisi dans la décision, la colonne correspondant à la décision du jury. Donc je vais tirer tout simplement ma formule vers le bas en mettant la flèche à l'extrême droite en bas de ma cellule Excel et puis tirer ma formule vers le bas jusqu'à la dernière ligne de mon tableau. Et vous voyez que les valeurs du résultat sont donc reproduites dans la deuxième colonne de notre tableau. On a par exemple le deuxième élève qui a 6,58, moyenne insuffisante, inférieure à 10, donc échec, succès pour 14,38, ainsi de suite, 9,30, échec, et ainsi de suite. Nous allons vous montrer comment utiliser simultanément les fonctions si imbriquées et puis les fonctions et. Donc, j'introduis à la fois les fonctions si imbriquées et puisque ces deux conditions sont presque utilisées ensemble lorsqu'on veut utiliser la fonction si imbriquée. Alors, nous allons vous montrer comment pouvoir insérer la mention de l'élève. Dans le cas où la moyenne est inférieure strictement à 10, on va compter que l'élève a échoué, donc on va échec, donc on va maintenir cette condition, la même que la fois précédente. Dans le cas où l'élève aura une moyenne comprise entre 10,00 et 11,99 ou alors moins de 12, on va considérer que l'élève a une mention assez bien. Dans le cas où l'élève aura une moyenne comprise entre 12 et 14, on va considérer que l'élève a une mention bien. Dans le cas où l'élève aura une moyenne comprise entre 14 et 16, nous allons considérer que l'élève a une mention très bien, et au-delà, on va considérer que l'élève est excellent, tout simplement. Et donc, nous aurons besoin d'utiliser les fonctions si, parce qu'à chaque fois qu'une condition si sera vérifiée, il y aura plusieurs autres conditions si qui devront être vérifiées pour que, voilà. Donc, pour pouvoir le faire, nous allons saisir le symbole égal dans notre symbole, dans notre cellule correspondante sur Excel. Et nous allons taper si. Et comme la dernière fois, nous allons sélectionner la fonction si. Et donc, la première étape, c'est de sélectionner le test logique. Donc, si, donc, colonne A, ligne 2, voilà, qui est la moyenne. Nous allons taper strictement inférieur à 10, donc Alt, ALT. Maintenant, et puis, saisissons 60 au moyen du clavier numérique. Nous avons A2 inférieur strictement à 10. Si cette condition est vérifiée, point virgule, la valeur, si c'est vrai, c'est donc échec. Donc, nous allons saisir échec entre guillemets, comme étant donné qu'il s'agit d'une chaîne de caractères. Et donc, point virgule, la condition si la valeur est fausse. Donc, si la valeur est fausse, il y a plusieurs autres modalités.
réintroduire une autre fonction si. Voilà, donc si au lieu d'avoir si c'est supérieur à 10, c'est supérieur ou égal à 10, il y a plusieurs autres conditions. C'est la raison pour laquelle nous introduisons une boucle imbriquée. Donc, si maintenant, et c'est là où intervient la fonction et, dont je vous ai parlé en début de cette vidéo, si maintenant la moyenne est comprise entre 10 et 12, et donc pouvoir faire comprendre comprise entre 10 et 12, il faut utiliser la condition si, donc il faut que la moyenne soit à la fois supérieure ou égale à 10, et il faut en même temps que la moyenne soit inférieure ou égale à 12, et donc strictement inférieure à 12. C'est la raison pour laquelle nous allons utiliser une condition et. Donc nous allons saisir et. Donc si et à la fois on a A2, notre cellule A2 supérieure ou égale, donc alt 62, et puis suivi du symbole égal, supérieur ou égal à 10, point virgule, nous sommes toujours dans la fonction et. Donc si et à la fois la cellule A2 supérieure ou égale à 10 et la cellule A2, la même cellule A2 strictement inférieure à 12, donc alt 60, 12, voilà, donc ma fonction et est terminée. Donc si à la fois ma case A2, ma cellule A2 est supérieure ou égale à 10 et en même temps inférieure ou égale à 12, point virgule, la condition si cette valeur-là est vraie, ça sera, n'est-ce pas, assez bien. Donc, entre guillemets, nous allons saisir assez bien. Puis nous fermons les guillemets, point virgule, la condition si cette condition n'est pas satisfaite, ce sera une troisième condition si, donc nous allons ouvrir une autre boucle si, nous allons sélectionner si, maintenant test logique, nous allons réutiliser une fonction et comme tout à l'heure, et à la fois la moyenne de la cellule A2 strictement supérieur ou égal à 12, à 12, oui, donc alt 60, alt 62, donc supérieur et puis suivi du symbole égal à 12, point virgule, et la moyenne cellule A2 strictement inférieure à 14, alt 60, 14, et ces deux conditions-là, point virgule, la condition, si cette condition-là n'est pas satisfaite, sera de, la condition, si cette condition-là est vraie, sera de donner la mention bien. Donc, entre guillemets, bien. Nous fermons les guillemets, point virgule, la valeur si la fonction est fausse, il y a encore plusieurs conditions, donc nous allons réintroduire une fonction si imbriquée, si test logique moyenne A2, nous allons sélectionner la cellule A2, nous allons d'abord préalablement saisir la fonction et, donc puisqu'il y a deux choses qu'il faut vérifier, et à la fois la cellule A2 alt 62, donc supérieur ou égal à 14, et donc point virgule cellule A2 strictement alt 60 inférieur strictement à 16. Nous allons fermer la parenthèse pour et, point virgule, condition si cette condition logique là est valeur, si cette condition logique là est vérifiée, ce sera très bien, entre guillemets, nous allons saisir tout simplement très bien. Et donc la dernière condition, ce sera bien, donc point virgule valeur si faux, donc notre dernière condition c'est excellent, donc nous n'allons plus ouvrir une autre fonction imbriquée, donc nous allons tout simplement taper dernière valeur si aucune des autres conditions n'est vérifiée.
vérifier, on va considérer tout simplement que l'élève est excellent. Nous allons saisir excellent entre guillemets. Excellent. Nous allons fermer les guillemets. Nous allons faire une première parenthèse pour notre dernière condition si. Nous allons fermer une autre parenthèse pour notre avant-dernière condition, fermer une autre parenthèse pour la précédente, et donc fermer une autre parenthèse, et ce sera la dernière pour notre première fonction si. Et donc, cliquez sur Entrée. Vous voyez bien que ce premier élève a la mention assez bien. Donc, nous allons tout simplement tirer notre formule vers le bas pour pouvoir avoir les mentions des différents élèves telles que définies dans notre formule qui a été bien conçue là-haut. Donc, nous allons mettre la flèche à l'extrême droite en bas de notre cellule sélectionnée et puis tirer notre formule vers le bas jusqu'à la dernière ligne de notre feuille. Voilà, donc on a là les différentes mentions de nos élèves. On a celui-ci qui a le premier élève qui a une moyenne comprise entre 10 et 12, mention assez bien, 0 et 6, 6,58, échec tout simplement, 14, mention très bien, 16 et plus, excellent, 9, échec, 17, excellent, échec, échec, très bien. Donc, vous voyez que ce qui a été programmé, ce sont les différentes mentions. Et puis, vous pouvez être dans une situation où vous avez des milliers de cas comme ça à traiter. Et vous voyez donc l'importance de pouvoir implémenter les fonctions si et simultanément sous Microsoft Excel. Alors, les moyennes conditionnelles, comme le nom l'indique, sont les moyennes calculées sous une condition donnée. On peut par exemple avoir un échantillon comme celui-ci, où j'ai les informations sur les moyennes des élèves à un examen. On a également le sexe des élèves. On peut pouvoir savoir est-ce que les filles et les garçons de la salle de classe ont des performances similaires. Donc, c'est la raison pour laquelle on peut décider de calculer, par exemple, les moyennes des personnes, des élèves par sexe, pour pouvoir procéder à cette analyse-là. Donc, je peux par exemple là calculer la moyenne générale. La moyenne générale, voilà, tout simplement en saisissant le symbole égal, moyenne, voilà, donc je vais choisir la moyenne simple, qui est la moyenne arithmétique, et sélectionner tout simplement la plage de calcul. Voilà, donc fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Donc on a la moyenne générale qui est de 12,73. Donc, je peux procéder au calcul de la moyenne des féminins, la moyenne chez les filles. Voilà, donc je vais faire égal, moyenne, la moyenne conditionnelle, c'est la moyenne si. Vous devez sélectionner moyenne si. Alors, le premier paramètre à insérer dans la moyenne conditionnelle, c'est la plage. La plage, c'est la plage, on peut calculer la moyenne sur le sexe. Donc, je vais sélectionner ma plage concernant le sexe. Et attention, ne pas sélectionner le titre. Voilà, donc sélectionner la plage, point virgule. Deuxième paramètre, c'est le critère. Donc, je vais saisir le critère, par exemple, féminin. C'est comme ça. Donc, je vais saisir entre guillemets, comme c'est une chaîne de caractères. Donc, féminin. Ensuite, point virgule. Je vais, n'est-ce pas, donner la plage de la moyenne. Donc, la plage de la moyenne, c'est celle-ci. Donc, je vais sélectionner la plage de la moyenne et puis cliquer sur Entrée. Et donc, vous voyez que
la moyenne chez les filles a été calculée, qui est au-dessus de la moyenne générale. Nous allons calculer la moyenne chez les garçons et on verra probablement qu'elle sera en deçà de la moyenne générale. Voilà. Donc je vais ici calculer la moyenne chez les garçons. Donc je vais faire comme tout à l'heure, si moyenne si. Donc sélectionner la plage, le critère la plage, voilà, la moyenne sur le sexe masculin, les personnes de sexe masculin, le critère, point virgule, je vais mettre le critère entre guillemets masculin, voilà, ferme les guillemets, point virgule, ensuite sélectionner la plage de la moyenne, donc moyenne, et puis je sélectionne CTRL SHIFT touche bas, donc, et donc ensuite je vais cliquer sur OK. Voilà, on a donc une moyenne, comme je l'ai prédit tout à l'heure, des garçons qui est en dessous de la moyenne générale. Donc, par observation, on peut observer que dans notre échantillon, les filles ont une performance meilleure que les garçons, et même que la moyenne. De toute façon, la fonction recherche V, qui est une fonction très utilisée en Excel, qui permet, n'est-ce pas, de rechercher des éléments dans un tableau ou une matrice si vous le souhaitez. Et donc, j'ai là par exemple un tableau des clients d'un hôtel où des informations ont été collectées sur des clients, l'identifiant, le nom, le prénom, la civilité, l'adresse, la nuitée, la date de naissance, le sexe. Et donc, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on peut utiliser la recherche V pour pouvoir rechercher les éléments, les personnes, les coordonnées complètes des personnes, les informations complètes sur les personnes ayant pour matricule, pour identifiant 02/8458/E et puis 04/3500/E. Et donc, les identifiants sont des codes uniques que l'hôtel en question attribue à ses différents clients. Et donc, cela peut vous paraître peut-être banal, mais il peut arriver qu'on ait une matrice ayant des centaines, voire des milliers de lignes. Et donc, vous comprendrez que pour pouvoir rechercher les éléments correspondant à ces individus, ça peut être extrêmement difficile de venir dans le tableau et de rechercher les éléments afin de copier les différents éléments concernant l'individu et de coller. Voilà, donc pour pouvoir rechercher le nom, le prénom, la civilité et ainsi de suite pour les éléments ayant ces différents identifiants là. Nous allons aller dans la colonne nom, taper notre symbole égal, recherche, et donc il y a directement des options qui s'affichent. Vous choisissez recherche V, vous double-cliquez dessus. Voilà, premier élément entré, premier paramètre entré pour rechercher les éléments sur la colonne relevante, c'est l'élément, la valeur cherchée. On cherche l'identifiant. Donc, sélectionnons l'identifiant suivi du point virgule. La deuxième valeur recherchée, c'est la matrice. On recherche cet élément où, voilà, c'est dans ce tableau qui se trouve dans cette feuille-là. Donc, nous allons sélectionner entièrement notre feuille. Voilà, pour lui dire que nous recherchons l'élément dans cette matrice-là que nous venons de sélectionner. Et donc, le troisième, je vais resélectionner. Voilà, donc il faut sélectionner la matrice. Et
par la suite, point virgule. Le troisième élément que nous recherchons, c'est le numéro de la colonne. Nous recherchons cet élément sur la colonne, sur quelle colonne de notre matrice. Eh bien, nous avons vu que c'est effectivement la deuxième colonne, puisque c'est le nom qu'on recherche. On peut revenir là et vous verrez que c'est bel et bien la deuxième colonne de notre matrice. Donc, comme troisième élément, il faut préciser si on recherche l'élément recherché, on recherche une valeur exacte ou alors une approximation de la valeur en question. Et donc, nous allons mettre tout simplement faux pour dire que nous recherchons l'élément exact, donc, le nom exact de la personne ayant cet identifiant. Nous cliquons. Et donc, voilà, nous saisissons tout simplement faux comme quatrième paramètre de notre fonction. Et par la suite, nous cliquons sur Entrée. Vous voyez que le nom de la personne ayant cet identifiant-là a été, n'est-ce pas, affiché. Elliot. Voilà, donc nous pouvons faire la même chose pour le prénom. Donc, nous faisons recherche V. Nous recherchons cet élément-ci, mettons la virgule, le point virgule autant pour moi. Nous allons sélectionner notre matrice. Voilà, une fois notre matrice sélectionnée, nous mettons un point virgule pour préciser la colonne. C'est la troisième colonne. L'élément recherché est sur la troisième colonne. Ensuite, nous allons mettre faux. Voilà, faux. Et puis, nous allons fermer la parenthèse et cliquer sur Entrée. Vous voyez que le prénom, c'est Julie-Anne. Voilà, nous allons reproduire la même chose pour les autres variables. Vu que son prénom, c'est Henriot, prénom Juliane, civilité Madame, l'adresse rue Verte, voilà, 8, ainsi de suite. Et puis le nombre de nuitées 4, la date de naissance. Voilà, il faut préciser ici que nous avons tout simplement appliqué la date de naissance à ici et nous avons choisi le format standard. Nous allons tout simplement mettre en format date tel que c'était dans notre classe Excel. Vous voyez que la date est revenue à la normale 29 novembre 1958 et puis le sexe féminin. Alors, nous pouvons reproduire la même chose sur la colonne du bas. À défaut de ressaisir, de refaire notre formule comme initialement, nous pouvons tirer notre formule vers le bas, mais le faire signifie que le décalage de la feuille va aussi se faire vers le bas. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc, nous allons fixer notre feuille en mettant les symboles $ de part et d'autre des différentes lettres des éléments de notre matrice. Et donc, après avoir fixé ces éléments-là, nous allons tout simplement tirer notre formule vers le bas. Et donc, vous voyez que dans la formule, l'élément du haut, l'élément recherché était l'élément de B4, colonne B, ligne 4. Ici, lorsque nous avons tiré notre formule vers le bas, l'élément cherché est cette fois-ci B5. Voilà. Et donc, nous pouvons également tirer notre formule vers la droite. Mais avant cela, nous devons fixer l'élément de cette colonne-là, mettre un symbole $ de part et d'autre de notre élément cherché, puisqu'il doit rester fixe le long de la ligne. Et puisque nous avons fixé la matrice, nous allons tout simplement tirer vers la droite, mais sauf que la colonne n'a pas changé. Donc, nous étions ici à la deuxième colonne. Donc, nous allons venir ici changer le paramètre de la colonne. Nous étions ici à la troisième colonne. Ici, nous allons également tout simplement changer l'élément de la colonne, quatrième colonne, la cinquième colonne. Ici, sixième colonne, la septième colonne,
Et enfin, là, à la 8e colonne, et puis nous allons le mettre au format date, comme c'était le cas dans notre classeur Excel initial. Comment, n'est-ce pas, concevoir un formulaire pour pouvoir saisir des données sous Excel sans utiliser l'outil UserForm. Alors, nous avons là, par exemple, un formulaire qui a été conçu pour saisir les informations, pour pouvoir gérer un chantier. Nous pouvons, n'est-ce pas, saisir les informations comme le nom, par exemple. Nous pouvons saisir la régularité de la rémunération. Nous pouvons saisir le nom, le rôle joué dans le chantier. Est-ce que c'est le chef chantier? Est-ce que c'est le maçon? Est-ce que c'est le coffreur? Je peux par exemple choisir maçon. Et par exemple, il calcule automatiquement la probabilité que l'employé déserte le chantier. Voilà, donc, et puis nous pouvons cliquer sur ce bouton enregistrer. Voilà, n'est-ce pas? Et puis les informations qui ont été saisies sont, n'est-ce pas, enregistrées dans un nouveau classeur nommé employé. Vous voyez que les informations que j'ai saisies dans mon formulaire ont été enregistrées. Alors, nous allons concevoir un autre nouveau formulaire, cette fois-ci pour analyser, pouvoir enregistrer les informations saisies. Vous êtes peut-être réceptionniste dans un hôtel, vous devez saisir les informations sur les clients qui arrivent, vous devez saisir par exemple l'identifiant, le nom, le prénom, la civilité, l'adresse, le nombre de nuitées que le client doit passer, la date, sa date de naissance et puis son sexe. Voilà, donc ce sont des informations qui peuvent être importantes pour pouvoir plus tard être utilisées à, pourquoi pas, des fins d'études. Donc, je vais concevoir dans ce tutoriel un formulaire dans lequel qui sera sur notre première feuille que je vais appeler formulaire, n'est-ce pas? Mon formulaire sera sur cette feuille et lorsque je vais entrer les différentes informations, dans mon formulaire, les informations sur l'identifiant, le nom, le prénom, l'identité, l'adresse, le nombre d'unités, la date de naissance, le sexe du client. Voilà, ces informations viendront s'ajouter à ces informations qui existent déjà. Voilà, donc d'entrée de jeu, la première des choses à faire, si vous regardez par exemple notre premier formulaire que je vous ai présenté, l'intérieur de notre classeur Excel est complètement blanc. Donc pour le faire, il faut aller pour annuler les traits qui sont là, il faut aller dans affichage, il faut aller dans affichage et puis sélectionner, décocher quadrillage. Donc, vous voyez, lorsque nous avons décoché le quadrillage, les cases ont été supprimées. Donc, je vais donner un titre à mon formulaire. Je vais l'appeler formulaire de saisie d'information sur les clients. Donc, les clients de l'hôtel X. Voilà. Donc, c'est un formulaire à qui je vais donner un titre. Je peux mettre mon titre en gras. Je peux augmenter la police à 18 par exemple. Voilà. Voilà. Je peux les informations dont on a besoin pour pouvoir saisir notre
formulaire sont l'identifiant. Donc, je vais pouvoir saisir l'identifiant de mon questionnaire. Voilà. On a là l'identifiant qui est là. Je peux augmenter la police. Je peux mettre en gras également. Donc, on doit pouvoir, je vais réduire un peu la police à 16. Voilà, donc on doit pouvoir saisir l'identifiant. Voilà, l'identifiant d'être à droite ou à gauche. On doit pouvoir saisir le nom. On doit pouvoir saisir le nom. On doit pouvoir saisir le prénom. On doit également pouvoir entrer dans notre formulaire les informations concernant la date de naissance, puis le sexe. Donc, la date de naissance et puis le sexe du client. Voilà. Voilà, donc je vais harmoniser les polices et les différents éléments de mon formulaire. Je dois pouvoir, par exemple, donner une couleur à mon formulaire. Je sélectionne, je vais choisir la couleur verte, par exemple, pour mon formulaire. L'entête peut avoir, on peut lui donner la couleur bleue. Voilà, je vais changer la couleur, je vais la remettre en noir. Voilà, donc on doit pouvoir saisir les identifiants là. Je vais sélectionner les colonnes de saisie des identifiants et puis leur attribuer la couleur voilà, blanche pour qu'il n'y ait pas de couleur. Voilà, donc je peux également ajouter des bordures à mon questionnaire, à mon formulaire, en allant dans cet onglet là et puis attribuer des bordures. Ici également, au niveau de l'entête, voilà, je vais annuler, sélectionner juste cette partie là et puis, n'est-ce pas, ajouter des bordures. Je peux augmenter la police de l'entête de mon formulaire. Voilà. Voilà. Donc, il faut un peu l'aérer en insérant plutôt un espace là. Voilà, donc je vais reproduire la mise en forme ici. Voilà. Je vais tout simplement mettre la couleur. Voilà, donc j'ai là mon formulaire de saisie qui est là. On pourra saisir les différents éléments, à savoir l'identifiant, les noms, le nom, les prénoms et les autres informations dont on a besoin dans le formulaire. Voilà, donc voilà. Donc pour ce qui est de mes champs civilité, on a exactement deux civilités. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un classeur que j'ai nommé liste, dans lequel j'ai deux listes, les listes sur la civilité, monsieur, mesdames, mesdemoiselles, et puis le sexe masculin, féminin. Et donc,
il serait intéressant que dans mon formulaire, on ait une liste déroulante qui, étant donné le champ adresse, qu'on est plutôt on est plutôt une liste déroulante, voilà, à défaut de ressaisir au risque de commettre, n'est-ce pas, des erreurs, voilà. Donc, voilà. Donc j'ai créé mes listes pour pouvoir insérer donc les listes déroulantes dans le champ civilité. Je vais aller dans données, voilà, données, et puis cliquer sur cet onglet-là, ce symbole-là, validation de données, et puis je vais choisir, n'est-ce pas, liste. Voilà le nom de ma première liste. Si vous ne vous souvenez pas du nom, vous pouvez cliquer sur cette flèche-là, montant là, et puis aller dans la cellule correspondant aux listes et puis sélectionner votre liste. Voilà, tout simplement. Puis je vais cliquer sur OK. Voilà, vous voyez qu'il a inséré une liste déroulante avec les trois modalités, monsieur, mesdames, mesdemoiselles. Ensuite, je vais refaire la même chose pour le sexe. Donc, vous voyez que lorsque je sélectionne le sexe, il me donne la possibilité de choisir entre masculin et féminin. Je vais saisir l'identifiant. Un identifiant quelconque. Je vais saisir le nom. Sexe, je vais choisir masculin. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un bouton pour pouvoir enregistrer ces informations ci dans la feuille consacrée. Pour ce faire, je vais, n'est-ce pas, enregistrer une macro qui va permettre de copier toutes ces informations-là dans la cellule correspondante et les enregistrer tout simplement. Et donc, pour pouvoir enregistrer une macro, il faut aller dans l'onglet développeur. Et si l'onglet développeur ne s'affiche pas chez vous, il vous suffit d'aller dans fichier. Vous allez dans fichier et puis options, cliquez sur options et puis vous choisissez personnaliser le ruban. Personnaliser le ruban et par la suite vous cochez sur développeur. Voilà. Donc, une fois l'onglet développeur activé, vous allez enregistrer la macro. Enregistrer. Vous cliquez sur enregistrer la macro ici. Enregistrer. Je vais lui donner un nom. Ma macro va s'appeler enregistrement. Voilà. Donc, je vais cliquer sur OK. Et donc, tout ce que vous allez faire actuellement, votre macro va tout simplement l'enregistrer. Donc, la première chose à faire, c'est de créer une ligne supplémentaire dans mon tableau. Voilà, donc je vais sélectionner et puis insérer. Voilà, vous voyez qu'une ligne s'est créée et comme l'entête de mon tableau est en noir, mes différentes cellules ont été colorées en jaune, donc je vais, n'est-ce pas, aller à l'accueil, mise en forme, et puis choisir un contenu sans couleur. Voilà, donc je vais tout simplement mettre qu'une couleur, voilà, pour que mes cases restent intactes. Voilà, donc la première étape a été la sélection de la création d'une nouvelle ligne. Donc je vais aller dans mon tableau, dans mon formulaire, copier cet identifiant-là, copier, n'est-ce pas, coller là, en collage spécial en valeur. Je vais revenir dans mon formulaire, copier le nom, copier,
partir dans ma feuille, coller, voilà, le sexe, voilà, donc je vais copier et puis, n'est-ce pas, coller là en valeur. Donc, je vais revenir sur mon formulaire, supprimer, voilà, supprimer le prénom, saisir un nouvel individu et remettre le curseur sur le champ identifiant. Et donc, c'est là que je vais tout simplement m'arrêter avec mon enregistrement. Donc, je vais aller dans développeur, arrêter ma macro. Et donc, ma macro a enregistré tout ce que j'ai fait. Donc, je vais maintenant insérer un bouton pour pouvoir saisir mes différentes informations dans le classeur. Donc, je vais aller dans insertion, choisir le premier bouton là, puis je vais l'insérer là. Je vais choisir la macro enregistrement. Voilà. La macro que j'ai appelée enregistrement, je vais nommer enregistrer. Donc, enregistrer. Mon bouton enregistrer a été créé. Vous voyez que si je saisis de nouvelles informations, là, prénom, identifiant, nom, prénom, civilité, je vais choisir saisir le sexe féminin et puis je vais cliquer dessus enregistrer. Vous voyez qu'il a, si nous allons dans notre classeur, vous verrez que les informations qui ont été saisies ont effectivement été reproduites là, telles que saisies dans notre classeur. Donc, je vais supprimer les deux éléments fictifs que j'ai créés. Donc, je vais revenir à mon formulaire. Vous voyez que tel formulaire, tel qu'il est, peut être sujet à des erreurs. Donc, je vais verrouiller les cellules qui ne sont pas utiles. Alors, la première des choses à faire, c'est de sélectionner les cellules, les champs de saisie. Et donc, voilà, une fois mes champs de saisie sélectionnés, je vais faire un clic droit, format de cellules. Vous voyez que par défaut, les cellules sont verrouillées. Je vais, n'est-ce pas, déverrouiller. Voilà. Donc, ces cellules-là, et puis je vais aller dans protection de feuille, cliquer là, n'est-ce pas, si la cellule sélectionnée, les cellules verrouillées est cochée, pour la décocher, donc vous allez sélectionner les cellules déverrouillées et puis protéger le contenu de ces cellules-là. Donc vous voyez que là, si je clique là, il n'y a plus la possibilité de cliquer ailleurs que sur les cellules verrouillées. Si je saisis un identifiant quelconque, lorsque je clique sur Entrée, le curseur va automatiquement au champ nom et ensuite prénom. Ensuite, je peux sélectionner la civilité. Vous voyez que ça facilite non seulement la saisie, mais ça limite également le risque d'erreur également. Voilà, donc je peux choisir le sexe et tout simplement enregistrer. Vous verrez que dans mon classeur, l'élément saisi a été effectivement enregistré. Voilà, donc pour ce qui est de la conception de formulaires sous Excel. Alors, le tableau croisé dynamique, en anglais Pivot Table, est donc une fonctionnalité de certains tableurs, notamment Excel, qui permet de générer une synthèse d'une table brute. Le tableau croisé dynamique que nous allons vous montrer dans cette vidéo permet de regrouper des données selon une ou plusieurs de ses propres catégories, donc selon les colonnes ou les champs, alors, et puis de pouvoir faire des opérations nécessaires entre les montants correspondants
par exemple les sommes, les moyennes, le partage, etc. Et donc, le tableau croisé dynamique peut donc créer une mise en forme du tableau en répartissant les différents champs voulus en abscisse ou en ordonnée en particulier. C'est l'outil de choix pour construire les tableaux de contingence. Alors, nous avons là un tableau contenant des informations sur les individus. On a, n'est-ce pas, l'âge, le sexe et un certain nombre d'informations que nous avons. Nous pouvons choisir de croiser par exemple la variable sexe et la variable âge. J'ai choisi pour vous de construire les tranches d'âge. Il y a notamment deux tranches d'âge, les moins de 20 ans et les 20 ans et plus. Donc nous allons croiser les deux variables sexe et âge pour voir comment est-ce que les tranches d'âge sont reparties par sexe. Alors, vous pouvez insérer un tableau croisé dynamique croisant les variables sexe et âge. Il suffit d'aller dans insertion. Ensuite, cliquez sur tableau croisé dynamique. Alors, une fois vous avez cliqué sur tableau croisé dynamique, vous pouvez choisir les données à analyser. Par défaut, Microsoft Excel sélectionne la feuille entière, votre feuille entière, de la partie contenant vos données. Vous pouvez utiliser une source de données externe si vous voulez. Il vous suffira de cocher et de choisir pour aller sélectionner cette source. Mais nous allons garder notre tableau actuel. Donc, une fois cela fait, il suffit de cliquer sur OK. Et là, vous avez la possibilité de choisir les variables lignes et colonnes. Nous avons dit tantôt, nous allons croiser la variable sexe. Je vais par exemple la mettre en ligne. Et puis la variable tranche d'âge. Voilà, puisque nous avons séparé nos individus en deux tranches d'âge que nous allons mettre en colonne. Et nous voulons que dans ce tableau croisé, que les valeurs renseignées là soient, n'est-ce pas, des nombres. Le nombre de personnes de sexe féminin ayant plus de 20 ans, le nombre de personnes de sexe féminin ayant moins de 20 ans là, et ainsi de suite. Voilà, donc pour pouvoir le faire, nous allons cliquer sur chaque élément, que ce soit la ligne ou la colonne, et puis choisir le paramètre automatique. Donc nous allons aller dans personnaliser, lui dit à Microsoft Excel que celui que nous voulons, le chiffre que nous voulons avoir là, c'est le nombre. Vous pouvez avoir besoin de la somme si c'est par exemple des quantités. Mais pour le cas présent, nous voulons avoir le nombre de personnes de sexe féminin appartenant à, de sexe féminin ou masculin selon le cas, appartenant à chaque cas. Donc nous allons cliquer par sélectionner l'option nombre et puis cliquer sur OK. Nous allons faire la même chose pour la tranche d'âge personnalisée et puis cliquer sur nombre, OK. Et puis reste à renseigner le champ de valeur. Nous allons sélectionner l'une de nos variables et la mettre dans le champ de valeur. Et vous voyez là que notre tableau croisé dynamique a été, n'est-ce pas, monté. On a là, dans notre échantillon qui contient 47 individus, qu'on a notamment pour les 18 personnes de sexe féminin, 8 dans la tranche des moins de 20 ans et 10 dans la tranche de 20 ans et plus. Tandis que pour les 29 personnes de sexe masculin, on en a 11 qui sont de plus de 20 ans et 18 de la tranche d'âge de moins de 20 ans. Alors, vous avez là votre tableau croisé dynamique qui est un outil qui permet d'avoir votre tableau de contingent. Alors, je vais vous montrer comment insérer des graphiques sous Microsoft Excel. Alors, vous pouvez avoir besoin d'insérer des graphiques pour pouvoir faire une analyse descriptive de votre rapport. Ça peut être un mémoire ou alors un document professionnel dans lequel vous voulez, par exemple, faire des graphiques pour pouvoir illustrer les statistiques que vous avez obtenues au courant d'une étude que vous avez menée.
Alors, ce tutoriel vient répondre à votre préoccupation et dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment insérer et interpréter, que ce soit les camemberts ou alors les diagrammes circulaires. Nous allons vous montrer comment insérer les diagrammes en bande. Nous allons également vous montrer comment insérer des nuages de points, aussi bien que les graphes, les courbes d'évolution des, des grandeurs, pouvoir non seulement analyser l'évolution d'une variable prix elle-même ou alors une courbe d'évolution, pouvoir comparer plusieurs variables à la fois. Alors, commençons tout d'abord par l'insertion du diagramme circulaire. Alors, les camemberts qui sont rien d'autre que des diagrammes circulaires que vous pouvez insérer en fonction de la nécessité. Par exemple, dans le cas présent, nous allons prendre le cas de la répartition de trois espèces selon leur couleur. Par exemple, le vert, le rouge et puis le jaune. On a trois couleurs, vert, rouge, jaune. Peut-être au sein des espèces, on a par exemple 128 espèces de couleur verte. Voilà, on a 79 de couleur rouge et puis enfin 354 de couleur jaune, par exemple. Alors, vous voulez faire une répartition, un camembert ou alors un diagramme circulaire si vous voulez, pouvoir représenter, visualiser ces trois espèces. Vous devez sélectionner à la fois les espèces et puis les nombres, les quantités. Vous allez aller dans Insertion, onglet Insertion, et puis il y a tout un amalgame de type de graphique. Pour ce qui est des camemberts, vous allez tout simplement sélectionner camembert. Alors, vous pouvez faire une représentation en 2D ou alors une représentation en 3D, ça dépend de ce que vous voulez, ou alors une représentation en anneau. Mais nous allons, pour le cas présent, choisir par exemple une représentation en 3D. Nous allons cliquer dessus. Alors, de façon plus simple, voilà, le modèle le plus simple possible. Vous pouvez par exemple choisir dans les différentes options qu'il y a là, d'afficher par exemple les pourcentages, ce qui est tout à fait logique. Alors vous voyez donc que nos différentes espèces ont été représentées selon les pourcentages. Vous avez la possibilité d'insérer un titre ou alors vous pouvez tout simplement supprimer et lorsque vous allez coller dans un document, peut-être Word par exemple, vous pouvez peut-être saisir le texte. Donc, voilà. Donc, je vais mettre par exemple répartition par couleur. Voilà. Donc, j'ai la répartition par couleur. Et donc, pour pouvoir designer encore davantage mon graphique, je peux par exemple choisir d'éclater et faire en sorte que mon camembert soit éclaté en 3 morceaux. Pour cela, il vous suffit de double-cliquer au centre de votre camembert et puis vous pouvez changer l'angle, vous pouvez faire ôter l'angle du secteur, vous pouvez faire ôter à votre convenance, vous pouvez également éclater, vous pouvez cliquer là pour éclater votre camembert. Vous voyez qu'il a éclaté en 2 morceaux. Il y a également ce morceau que vous pouvez également diviser en 2, donc vous vous placez au-dessus, vous devez cliquer à l'angle de votre camembert et puis vous allez repartir dans là et puis vous allez cliquer sur ces symboles, puis vous allez éclater également cela et puis vous pouvez également faire ôter à votre convenance
Également, pour ce qui est des chiffres, vous pouvez choisir de mettre à la fois le nombre et le pourcentage. Vous pouvez choisir de mettre les décimales, puisque par défaut, il saisit le nombre par 100 parties décimales avec un arrondi par excès ou par défaut selon le cas. Donc, vous sélectionnez les nombres et puis vous venez dans ces trois symboles-là et puis vous venez dans nombre. Vous pouvez choisir d'afficher faire en pourcentage. Donc, si vous cliquez sur pourcentage, vous voyez que les parties décimales s'affichent de façon automatique. Vous pouvez également choisir le nombre de décimales. Vous pouvez, voilà, donc vous pouvez rentrer ici dans l'option étiquette. Vous pouvez mettre à la fois, puisque les pourcentages sont déjà affichés, vous pouvez choisir d'ajouter des valeurs pour dire qu'ici, nous avons 356 espèces de couleur jaune, par exemple, représentant 63% de notre échantillon. On a ici 79 espèces de couleur rouge, représentant 14% de notre échantillon. Voilà, vous pouvez, n'est-ce pas, à la suite de ces modifications, copier votre graphique et le coller tout simplement dans d'autres éditeurs de texte, Word et autres. Il se peut que parfois, les camemberts ne sont pas adaptés vu le nombre de modalités. Et donc, parfois, il est nécessaire d'utiliser des diagrammes en bande ou pouvoir des diagrammes en bande pour pouvoir, n'est-ce pas, illustrer la représentation graphique de données. Alors, à supposer que j'ai, par exemple, à la fois des couleurs vert ou jaune, des couleurs bleues, et que dans mon échantillon de bleu, j'ai par exemple 259 éléments. On a également le marron avec représenté par 512 éléments. Une dernière couleur violet représenté par 153 par exemple. Alors, représenter autant de données sur un camembert peut s'avérer assez difficile à interpréter vu le nombre de couleurs qu'on peut avoir observé sur le graphique. Et donc, il peut être nécessaire d'insérer un camembert sur votre, à travers vos données. Donc, pour le faire, il faut tout simplement sélectionner votre plage, y compris les espèces et les couleurs et les fréquences. Donc, vous allez dans Insertion, Insertion et dans la suite de graphiques aussi que vous pouvez insérer, vous pouvez tout simplement sélectionner ces diagrammes en bas. Voilà, vous pouvez représenter en 2D ou alors en 3D. Bon, je vais choisir la représentation 2D pour le cas de ce tutoriel. Vous voyez que votre diagramme a été inséré. Vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez venir là dans Création et puis choisir le style. Vous pouvez choisir d'afficher le nombre de personnes, le nombre, l'effectif de chaque modalité. Voilà, donc la représentation sous forme de diagramme, diagramme en bande ou à part, vous permet de représenter les différents chiffres, les formes de voir quelle est la couleur, par exemple, la plus représentée. Vous voyez directement apparaître le mot de notre série qui est le marron. On a le jaune qui vient ensuite et on peut, à travers ce diagramme en bande, voir quelles sont les modalités les plus représentées ou alors les moins représentatives de
votre échantillon. Et il y a toute une amalgame de possibilités que vous pouvez avoir en modifiant le titre. Vous pouvez également ajouter, par exemple, là on a déjà les axes, on peut ajouter les titres des axes. Vous pouvez insérer ici le titre de cet axe. Vous pouvez mettre le titre de l'axe là. On a là les couleurs. On peut modifier. On peut mettre là les couleurs. Et puis en ordonnée, on représente les effectifs. Les effectifs tout simplement. Vous pouvez également choisir d'autres options de couleurs à votre convenance. Vous pouvez choisir de quadriller votre graphique. Vous pouvez ajouter une légende, mais dans le cas présent, ce n'est pas nécessaire. Ça aurait été nécessaire d'ajouter une légende si on avait à la fois les couleurs et une autre modalité, une autre variable liée à la couleur. Si on avait par exemple deux variables représentées, il aurait été intéressant ici d'ajouter la légende pour qu'on ait par exemple le nom de la série 1 et de la deuxième série. On peut également ajouter les courbes de temps. Comment insérer des nuages de points sous Microsoft Excel. Alors, nous avons là des données contenant des informations sur la moyenne et les âges des élèves d'une salle de classe. Et donc, l'objectif peut être, par exemple, de voir s'il existe une corrélation entre les moyennes et les âges des élèves. Alors, pour pouvoir insérer un nuage de points correspondant à la relation existante entre deux variables, je vais dans un premier temps sélectionner la plage correspondant à vos données. Donc, je vais sélectionner mes deux variables, la plage correspondant à mes deux variables, moyenne et âge, et ensuite aller dans insertion. Lorsque je suis dans insertion, dans la rubrique concernant les graphiques, je vais sélectionner cette image là correspondant au nuage de points entre X et Y. Voilà, vous cliquez sur sélectionner, vous prenez la première option. Alors, vous pouvez choisir de mettre les traits liant les différents points, mais ce n'est pas important. Nous allons tout simplement cliquer sur la première option. Voilà, par défaut, il met comme graphique âge parce que notre variable abscisse, c'est la moyenne et donc il représente l'âge en fonction des moyennes. Donc l'âge est en ordonnée. Nous allons tout simplement supprimer ce titre-là en venant dans plus, demander de ne pas mettre le titre du graphique. Voilà, on peut tout simplement insérer par exemple un titre pour les axes. On peut par exemple dire ici que sur l'axe des abscisses, on a moyenne, première variable, et ensuite sur l'axe des ordonnées, on a, n'est-ce pas, l'âge des élèves. Alors, on a une représentation de l'âge en fonction de la moyenne. On peut toujours venir dans ce petit plus là, essayer d'insérer par exemple une courbe de tendance, par exemple. Voilà la courbe de tendance qui permet de voir la corrélation qui est entre nos différentes variables. Vous pouvez sélectionner autant d'options que vous voulez. Vous pouvez par exemple venir dans la plus haut, choisir un graphique beaucoup plus sombre. Il y a toute une panoplie d'options que vous pouvez
explorer, pouvoir insérer un nuage de points assez attrayant que vous pourriez, n'est-ce pas, copier et puis coller dans vos différents éditeurs de texte, notamment Word et les autres. Pratiquement l'évolution de grandeur sous Microsoft Excel. Et pour cela, je vais prendre deux exemples. Le premier exemple sera l'exemple du chiffre d'affaires d'une entreprise. Vous voulez par exemple analyser l'évolution du chiffre d'affaires de votre entreprise à travers une représentation graphique. Nous avons là le chiffre d'affaires d'une entreprise de 1999 à 2019 pour pouvoir représenter graphiquement ce chiffre d'affaires-là. Il nous suffit de sélectionner notre plage correspondante et puis d'aller dans l'onglet Insertion. Lorsque vous êtes dans l'onglet Insertion, allez tout simplement dans ce symbole-là qui n'est pas différent du symbole que nous avons utilisé pour le nuage de points. Nous allons faire le nuage de points et utiliser les segments. Nous pouvons représenter sans les lier par les segments. Mais nous allons choisir cette option pour pouvoir lier nos différents graphiques par un segment. Voilà, vous voyez que le chiffre d'affaires a été représenté. On peut observer une tendance à la hausse du chiffre d'affaires de 1999 à 2019. Vous voyez que nos chiffres d'affaires sont représentés. L'année est représentée par défaut sur l'axe des ordonnées. Comme vous l'avez vu dans les vidéos précédentes, vous pouvez choisir de faire un graphique quadrillé, coloré. Vous pouvez choisir les différentes options. On a là le chiffre d'affaires en titre. Vous pouvez modifier le titre. Vous pouvez également ajouter, retirer le titre. Donc, ajouter un titre aux axes, on peut dire que là, mais là, ce n'est pas vraiment nécessaire. Le deuxième exemple que je vais prendre, c'est l'exemple du chiffre d'affaires de 3 entreprises. Vous pouvez faire, par exemple, une analyse comparative sur les années en question. Vous pouvez tout simplement sélectionner, comme tout à l'heure, les plages correspondantes à l'année et au chiffre d'affaires des différentes entreprises 1, 2 et 3. Voilà, et aller dans Insertion. Nous allons également aller dans là, sélectionner liaison. Et donc, vous verrez que par défaut, la première variable sélectionnée est représentée sur l'axe des abscisses et les autres variables en ordonnée. Donc, on peut comparer le chiffre d'affaires de l'entreprise 1 qui est croissante et rejoint le niveau, à peu près le niveau de l'entreprise 3 qui était à un niveau plus élevé en 99 et qui a connu une décroissance, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise 2 également a une tendance similaire à celle de l'entreprise 1, mais avec un niveau légèrement bas. Et donc, c'était donc tout pour ce tutoriel. Nous espérons qu'il vous a été utile dans les sessions de courbe d'évolution de grandeur et qui peut vous être utile dans une analyse comparative.